Bon bah voilà, encore une semaine de Coupe du Monde comme les autres, avec des buts en plus pour Haaland, pour Kane, pour Mbappé, pour Messi quoi. Super. Mais c'est vrai que c'est un peu la Coupe du Monde des stars quand même. Tiens, d'ailleurs, je me demande si une équipe sans star peut gagner un mondial. Alors un Euro, oui, en tout cas, 2004, Grèce. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Non. Mais enfin, la question est intéressante quand même. Est-ce que c'est une superstar qui te permet de gagner une Coupe du Monde ou est-ce que c'est un collectif qui te permet de gagner une Coupe du Monde? Et ça, je me réjouis d'en parler avec nos poteaux du jour. On a l'humoriste météorologue Renaud de Vargas. C'est pas possible. Il ne sait dire que cette phrase si vous le suivez sur les réseaux. Je vais être super pertinent pendant ce podcast. Je me réjouis d'avance. Une analyse, mais d'une finesse. On a le commentateur RTS Sport sur la Coupe du Monde qui se faisait éclater à FIFA par son frère et qui n'hésite pas à le dire à l'antenne, Stéphane Reyna. Facts, only facts. Bonjour tout le monde. On est bien aujourd'hui. Et puis notre invitée Noémie Benet. Salut Noémie. Bonjour, salut. Ça fait trop plaisir. Ancienne joueuse de l'équipe de Suisse, 43 sélections entre 2007 et 2012. L'essentiel de ta carrière en club à Yverdon. Devenue coach, aujourd'hui employée par l'ASF comme talent manager. Fière tante d'une certaine Imane Benet. Rappelons-le, il y a aussi Roméo Benet, mais c'est vrai qu'on a un petit faible depuis l'année passée pour Imane. Consultante régulière et co-commentatrice sur la RTS. Et quand on sait qu'elle s'est même farci un vilain Égypte-Australie l'autre jour, on sait qu'on est avec quelqu'un qui s'y connaît aujourd'hui. Ouais. Du coup, c'est qui ta star du mondial, Noémie? Oh waouh, ça on commence direct comme ça. Ok, je dois juste faire une petite correction, je suis plus à la SF par contre. Oh, c'est terminé la SF. Fin l'histoire d'amour. Voilà, je devais quand même le préciser pour oui, t'as bien fait, on aurait continuer. Pour la SF et pour Fantin Moreno, du coup. Du coup, je quitte ce plateau. Voilà, c'est ça. Allez, merci, à plus. Très honnêtement, j'ai pas un seul joueur qui ressort vraiment plus que les autres. Les stars répondent présent, on l'a dit. S'il y en avait qu'une peut-être, mais j'ai pas eu un gros coup de cœur sur un joueur. Moi, j'ai eu des coups de cœur sur les équipes en fait. Ah, le collectif plutôt que les stars. Ça, c'est moi un petit peu. Steph, toi, t'as une star qui... Moi, Kylian Mbappé, je dois dire. Parce qu'en termes de but, c'est pareil avec Léo Messi, avec Hollande notamment. Mais quand on voit la saison qu'il a eue avec le Real, les critiques, Mobutu, machin, toutes les surnoms qu'il peut avoir... D'arriver comme ça dans une Coupe du Monde sur la plus grande scène internationale et livrer la marchandise, moi je trouve ça vraiment vraiment impressionnant. Donc je dirais Kylian Mbappé pour le moment, au moment où on se parle. On parle pas assez de Cédric Eaton, qui quand même a fait des entrées assez fulgurantes. Et voilà, il pèse, et on en aura peut-être besoin pour la suite de ce tournoi. Moi, j'aurais mis Haaland quand même, parce que je me dis qu'il a quand même une équipe compliquée. C'est l'équipe la plus faible quand même. C'est pas l'Argentine, c'est pas la France. Et il fait la différence, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Non, Messi, les gars, pour moi. C'est un Madrilène qui le dit. Hein. Stéphane, tu sais à quel point je suis pas pour le Barça, mais Lionel Messi, pourquoi? Parce que longévité, 6e Coupe du Monde, à chaque fois, il a au moins marqué ou fait une passe D. Et puis là, il y a la dimension mythique, je pense, au plus, la dimension un petit peu romantique. Je trouve aussi qu'il est moins bien entouré que Mbappé et Kane. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il porte l'équipe, puis c'est pas juste un buteur, c'est pas comme Hollande, il vient pas juste finir. Lui, il est là, le match, il le porte lui-même, il vient chercher les ballons, il vient porter l'équipe, donc je trouve qu'il a encore plus de poids. Je dirais ça, en tout cas, sur ce mondial. Bon, moi, Haaland, ce qui m'a frappé, c'est qu'il touche 3 ballons du match, il met 2 goals, il marche tout le match, et le mec, il fait la différence. Non, mais c'est trop je fort. me dis, ouais, ça, c'est la star quand même. C'est vrai que c'est trop fort. Mais on peut se poser la question de collectif versus individualité. Moi, quand je vois Mbappé, Vini, Bellingham, qui sont vraiment très très bons les trois dans cette Coupe du Monde, ou qui ont été, Vini et Petit Ange parti trop tôt, et qui n'arrivent pas à jouer ensemble au Real. Ça pose la question justement de l'importance de réussir à gérer ces stars ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux gagner une Coupe du Monde seulement avec une star, Noémie, ou est-ce que il faut ce collectif? Non, parce que la star toute seule, elle pourra pas tout faire. Elle a besoin du collectif derrière. Est-ce que tu peux gagner un mondial avec trop de stars? Je sais pas non plus. Ça, c'est ce qu'on voit un petit peu en club, justement. Ces concurrences chaque week-end entre les grands. C'est quand même des gros égos, hein. Il faut le dire. Donc, pour trouver l'alchimie et de les faire jouer ensemble et fonctionner ensemble chaque week-end, ça, c'est un challenge. En sélection, c'est un petit peu différent. Il y a souvent un petit peu moins de stars et le collectif va se mettre au profit du joueur star pour aller essayer de chercher un titre, en fait. Donc, il faut une star dans l'équipe et pas plus, quoi. Sinon, ça marche pas. Quand je regarde la France, franchement, je trouve qu'ils en ont quelques-unes qui fonctionnent bien ensemble, mais ça a été long jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit peu cette alchimie et cette complicité entre les joueurs, en fait. Après, on parle de star. C'est quoi une star? Pour moi, c'est un buteur. C'est celui qui peut faire la différence et qui marque. On le sait dans le foot, hein. Le plus dur, c'est de marquer. C'est ça, c'est un Cédric Eaton, finalement, qui peut vraiment te porter un effectif sur toute une compétition. Bloqué, 404. On en parle définitivement pas assez. Il y a vraiment le côté locomotive, j'ai l'impression. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le côté où le
le gars, il prend son équipe sur les épaules, il dit venez avec moi, je vous emmène en finale, on va gagner des titres. Et c'est pour ça que pour moi, Messi, Mbappé ont plus cette capacité vraiment à transcender un peu l'équipe. Et c'est pour ça que je disais le kick, ça avance, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il est en mission, quoi. Il dit, j'arrive, c'est peut-être moi la star, mais j'assume ce statut-là. Et en fait, venez avec moi, je vais vous faire gagner la Coupe du Monde, quoi. Et c'est ça qui dégage de cette Coupe du Monde pour lui. Et je trouve assez impressionnant. Et ça doit se sentir sur le terrain aussi. Les mecs demandent le ballon, enfin, ils veulent participer activement au jeu, ça se cache pas. Et moi, j'ajouterais, pour répondre à ta question de qu'est-ce que c'est une star, j'ai l'impression que c'est aussi ce qu'ils inspirent chez les gens, en fait. Ouais. Un truc un peu, une espèce de truc pas tangible. Et il n'y a pas tous les meilleurs joueurs des sélections qui l'ont, ce truc-là. Il y en a qui sont super bons, mais qui sont pas des stars, quoi. C'est vrai. Et je pense qu'il y a ce truc-là aussi, ouais. Est-ce que- Pardon, excuse-moi, mais ce que je voulais dire, c'est que concernant Haaland, par exemple, ce que je trouve très fort, et c'est peut-être ce qui le différencie des Messi, Mbappé, qui sont peut-être mieux entourés, c'est qu'Haaland, tu regardes ses buts contre le Brésil. Le premier, c'est un coup de casque dont il a un peu l'habitude. Et le deuxième, il reçoit le ballon, il se la pousse légèrement, il est en dehors des 16, il dit faut frapper là, je crois. Et il a la chance de tomber sur Marquinhos et Gabriel, qui sont un petit peu déjà au Brésil, j'ai l'impression, sur ce but quand même. Ils sont un peu loin. C'est un peu les portes ouvertes et ils sont un peu longs, effectivement. Mais le gars il s'est dit, mais oui, il y a clairement moyen là de tenter un truc. Et puis c'est un but un peu inhabituel quand même. Il est en dehors de la surface. Bam, il frappe. Mais bam, il frappe parce que c'est aussi Haaland. Et il est capable de ce genre de truc. Puis après, la non-célébration un peu cold eyes, je trouve ça. Ouais. Mais lui, pour rebondir sur ce que tu as dit, Steph, avant les qualifs pour la Coupe du Monde, il a dit je vais être champion du monde avec la Norvège. Je me souviens de ça, puis ça m'a fait marrer. Je me suis dit, le boulard du type quand même. Parce que tu vois, la Norvège, bon voilà. Et mine de rien, il s'en rapproche, quoi. Et tu te dis, ce mec-là, il a une telle influence sur l'équipe que c'est impressionnant. 3 jours plus tard, il dit aussi, de toute façon, on sait que la France va gagner la Coupe du Monde. Enfin, tu sais, il a Oui. retournement de veste aussi rapidement que de haut but, quoi. Et vraiment, Mais la Norvège, bon exemple de mix, justement, parce que tu as cette star vraiment qui est au-dessus des autres, clairement, qui est la locomotive de tout. Mais derrière, vraiment une équipe aussi hyper solide. C'est l'impression que tout le monde tire un peu à la même corde et tout. Donc, je pense que c'est un bon exemple, justement, du mix dont les équipes ont besoin pour aller loin dans cette compète, quoi. Mais du coup, est-ce qu'on peut gagner sans star, Noémie, toi qui mets en avant le collectif? On peut gagner un mondial sans star? T'as parlé de la Grèce. C'était un euro, c'est vrai. Mais... Alors la Coupe du Monde, je connais pas par cœur tous les grands champions, mais la plupart des équipes avaient justement ces joueurs qui font la différence, parce que j'en reviens au qu'est-ce qui est une star? C'est nous qui faisons des stars, les joueurs offensifs. C'était quand la dernière fois qu'il y avait une star qui était arrière central ou même gardien? Et pourtant, il y en a des gardiens qui font des différences. J'allais dire Fabio Cannavaro. vaguement. Cannavaro, ouais, mais c'est une exception. Voilà, Ouais, c'est des exceptions. Donc c'est nous aussi qui faisons des stars de ces joueurs offensifs, parce qu'on aime. On aime déjà voir le jeu créatif, les buts, et qu'on sait que c'est le plus dur dans le foot, c'est de marquer des buts pour pouvoir aller chercher les victoires, en fait. C'est vrai qu'on... Ouais. Il y a les stars qui cartonnent, puis il y a les stars sur le déclin. Il y a Ronaldo, Modric. Puis du coup, là, il y a tout le travail du sélectionneur qui doit essayer de trouver la solution pour que le groupe n'explose pas. C'est compliqué quand même, Steph, si tu es sélectionneur, de trouver la bonne alchimie quand tu as ta star qui est sur le déclin. Ouais, typiquement, c'est R7. Quoi. Puis les résultats l'ont montré, c'est-à-dire que la Croatie avec Modric, ils sont dehors, le Portugal avec Ronaldo, ils sont dehors aussi, mais moi, je suis toujours emprunté avec ça parce que, alors l'excuse de Martinez, vous l'avez entendu, c'est mais vous me demandez de mon équipe, elle doit marquer des buts et vous voulez que j'enlève celui qui sait le mieux marquer des buts. Et moi, c'est vraiment un argument que j'entends. Je me dis, moi, si je suis sélectionneur, je le suis pas, mais si je l'étais, je me dis, j'ai vraiment mon meilleur joueur, c'est très difficile de te dire, je le sors, quoi. Après, encore une fois, au niveau des résultats, ça n'a pas été payant, mais je comprends vraiment cette réflexion de me dire, mais en fait, ce gars, peut-être qu'il est pas nul, mais inexistant, tu vois, sur 85 minutes, mais c'est lui qui peut-être va pouvoir faire la différence. Donc encore une fois, ça dépend si tu es résultatiste ou maniériste sur la façon dont tu perçois les performances. Mais en l'occurrence, pour le Portugal, ça n'a pas marché, ils sont dehors. Mais moi, je comprends encore une fois ce choix de Roberto Martinez. Je pense que moi-même, j'aurais de la peine à me dire, je sors Cristiano Ronaldo, quoi. Je crois qu'il y a tellement d'autres choses. Nous, on est derrière notre écran, dans les tribunes, on voit le joueur qui joue pas. Mais en fait, les joueurs au sein même des équipes, ils ont une aura, ils portent l'équipe parfois. Alors, je connais pas la situation personnelle de CR7 ou de Modric. Je pense qu'ils ont pas le même rôle au sein de l'équipe. Mais moi, j'ai joué dans des équipes où j'avais envie que certaines joueuses, même une jambe à moitié cassée, elles soient sur le terrain. Parce qu'elles vont me rassurer, parce qu'elles vont me coacher, parce qu'elles vont me tirer vers le haut, en fait. Donc nous, on a ce regard un peu extérieur de ils courent pas, ils pèsent pas. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on maîtrise pas, en fait, et qu'on connaît pas, et qui font que les sélectionneurs font des choix où des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais pourtant, lui, il va mettre la meilleure équipe sur le terrain, qui pense que c'est la meilleure, parce qu'il veut aussi aller chercher le titre, hein, ils sont pas bêtes. Et dans ton expérience des vestiaires en carrière, comment les coachs géraient justement les meilleurs joueurs ou joueuses qui étaient à la fin?
J'en ai pas eu beaucoup parce que ma carrière c'est fini quand j'étais beaucoup trop jeune. Mais t'as été du côté vieilles. staff aussi. J'ai été du côté staff, mais plutôt chez les juniors. Après, je pense que c'est du cas par cas. Ouais. Vraiment, selon la place que ce joueur ou cette joueuse aura dans l'équipe, selon la dynamique aussi. Moi, je serais assez pour, à un moment donné, faire un peu un cut, puis recommencer avec des nouvelles. Quand on commence une nouvelle série de qualifications en vue d'une Coupe du Monde ou d'un Euro qui est un peu plus loin, pourquoi pas enlever un petit peu les anciennes, peut-être les réintégrer dans le staff et faire la place aux jeunes et leur donner le temps et l'opportunité de se développer, en fait. On va reparler de ça tout à l'heure en plus, avec le renouvellement de l'équipe suisse. Exactement. Et on peut parler aussi des stars en devenir, en puissance, qui sont en train d'éclore. Il y en a aussi dans cette Coupe du Monde, des joueurs qu'on connaissait moins et qui se révèlent. Et ça, c'est génial aussi. Une Coupe du Monde, ça sert à ça, hein, Steph. Ouais, il y en a beaucoup qui se révèlent effectivement dans ce genre de manifestation. Alors après, le nom qu'on a tous en tête, voilà, malheureusement, c'est Johan Manzambi forcément, mais on va voir ce que ça va donner après. Mais oui, il y a des joueurs qui arrivent comme ça à décoller dans ce genre de grand tournoi. Et c'est un accélérateur, on va dire, de carrière ça, parfois pour certains joueurs et joueuses, clairement. J'aime Gilberto Mora aussi avec le Mexique. 17 ans, le gamin, tu le mets... il est en 16e de finale, 8e de finale, c'est incroyable. Et puis il joue, il est technique, et je me dis, il y a quand même des talents hors normes. Je le connaissais pas du tout, je l'ai découvert là à la Coupe du Monde, et je me dis, lui, il est le premier, une belle carrière aussi. On va en entendre parler. Je l'ai connu grâce à FIFA, c'est 87 de potentiel, je peux vous dire les gars, ça a recruté. Il y a aussi un jeune mec, la Vozinha. Oui, mais c'est ça qui est 40 ans. C'est qu'en fait, ça révèle aussi des mecs sur le tard qui avaient 500 abonnés sur Instagram, qui sont passés à 9 millions. Putain, j'ai raté une carrière, vraiment. 17 millions, ouais. 17 millions maintenant. Chaque minute, ça augmente d'1 million. Ouais, c'est ça. Mais il va faire des feats avec Bad Bunny maintenant, c'est bon. Putain, de reconnaître. Mais t'es encore jeune, t'es encore pas 40. Ouais, c'est ça. Tu peux y arriver, vraiment, tu peux y arriver. Mais ça donne espoir à tous les gens qui font une reconversion professionnelle, quoi. Vraiment, 40 piges, bah c'est ton heure est peut-être pas encore là. Même un gars comme Nuland, le gardien norvégien, il a 35 ans, il est en fin de contrat à Séville. Genre, il y a 4 jours, Séville annonçait on le conserve pas, et le gars, il est sur une masterclass pour éliminer le Brésil. Ouais, ça, c'est un peu la magie du mondial, quoi. Ça fait plaisir. On joue un petit peu ? Allez, petit quiz avec une première question qui concerne une star. Ouais. Erling Haaland. C'est Erling Haaland. Regardez cette superbe photo où il croque sa médaille de champion. Il la croque vraiment, lui, pour le coup. Il se nourrit de métal, ouais. Donc, va falloir être rapide, les amis. Donc, je rappelle, les équipes, c'est RTS Sport, Trisconi-Rena versus De Vargas Benet. Et on va partir sur Erling Haaland, qui est fan, attendez que je finisse la question, d'un aliment. Cet aliment, la délégation norvégienne, on a amené à la Coupe du Monde plus de 400 kilos. Saumon. Il a dit d'attendre la fin de la question, sinon j'aurais... On va mettre un partout parce que toi non plus t'as pas trop attendu la réponse. C'est bon, non, il a placé la réponse. Vous êtes partis ensemble et c'était la bonne réponse. Donc on va le constater même en image. Putain, t'es dur, moi je trouve qu'il y a eu un écho. Ça fait saumon. Ça s'est venu un peu. Ça va. Faudrait regarder la VAR, mais je l'ai pas en direct malheureusement. Il y a que 400 vous. kilos, c'est pour l'équipe ou c'est que pour lui ? Alors franchement, j'ai un peu des doutes. Non, alors Haaland, il est extrêmement friand de saumon norvégien et toute la délégation norvégienne en a plus de 400 kilos, donc de poisson, mais essentiellement du saumon apparemment. Ils ont aussi pris 116 kilos de fromage et 6000 oranges. Voilà. C'est ça qu'on mange dans les vestiaires complets. Apparemment en Norvège, ouais. 6000 oranges pour les visites en prison. Voilà. Non, mais visiblement, ils avaient peur de la bouffe américaine. Il y a vraiment un truc comme ça. Ce que je peux comprendre. Ouais. On est à un partout et on part avec une autre star. La star française Kylian Mbappé, la star allemande Thomas Müller, ex-joueur, et notre nouvelle star suisse Johan Manzambi, qui tous les trois ont quelque chose en commun. Mais quoi ? Il s'agit d'une stat. Le ratio but par match ? Non. Ça a à voir avec les buts. C'est les plus jeunes à avoir marqué un doublé en Coupe du Monde ? Peut-être que c'est vrai ça, mais c'est pas celle-là à laquelle je pensais. Celle-là, je la laisse ouverte, mais je crois pas que c'est... Oui, plus jeune buteur depuis le banc, c'est ça ? Non. Un truc comme ça ? Plus jeune buteur en phase 2. Manzambi. C'est Manzambi, Mbappé, Müller. Ouais, c'est l'histoire de jeunesse. C'est une histoire de Première histoire de plus jeune. Ouais. C'est pas une histoire de la lettre qui commence chacun des noms. Ça concerne les... Ah, mais il y a aussi... Que les buts ou ça concerne les buts en l'occurrence. Que les buts. Mais il y a une autre buts. stat, non, si tu veux parler des implications sur les buts en mettant les assists avec, ça marche aussi. Ah bah c'est ça, c'est le plus jeune à être décisif. À être décisif sur 1, 2, 3 goals, 5. Je vais la donner à Trisconi, celle-là, on peut mettre 2-1, Team Trisconi. Je vous explique précisément de quoi il s'agit. C'est les 3 seuls joueurs, là on parle au 21e siècle,
à avoir marqué 3 buts en Coupe du Monde avant d'avoir 21 ans. Et l'autre stat, c'est celle dont tu parles, c'est les 3 seuls joueurs au 21e siècle à être impliqués sur au moins 4 buts en Coupe du Monde, donc via les passes décisives et des buts combinés. Voilà. Ah ouais. Müller en 2010. Prends le point. Mbappé en 2018 et puis Monzambi en 2026. D'ailleurs, Müller, qui est aujourd'hui consultant, comme toi Noémie, il a dit à la télé que le Bayern aurait intérêt à aller chercher Monzambi. Voilà. Qui n'aurait pas intérêt, j'ai envie de vous dire. Ça fait 2-1 pour la team Triskoni-Rena et on enchaîne avec une 3e question pour finir ce premier quiz. Sur les réseaux sociaux pendant ce mondial, il y a une star parmi les joueurs suisses. Mais c'est pas celle qu'on croit. Et c'est pas pour des raisons de football. De quel joueur s'agit-il et pourquoi? Joueur actif donc. C'est le moment de placer item. C'est un des 26 de la Suisse. Muheim. C'est une bonne réponse. Il a dit Miro Muheim. Oui. Ah, mais en mode beau gosse un peu, non? Exactement. En mode top modèle, Et c'est une très bonne réponse. En fait, Regardez ce beau gosse de Miro Muheim, le latéral gauche remplaçant de Ricardo Rodriguez, qui a été auteur d'un autogol au premier match contre le Qatar, qui est blessé depuis. Qui revient gentiment. Il y a un buzz il y a quelques jours sur TikTok, 1 demi-million de vues sur une vidéo. Il est juste en train d'être beau gosse en avant-match contre le Qatar, en mâchant nonchalamment un chewing-gum comme ça. Puis les commentaires c'était le Brad Pitt suisse, j'ai un nouveau crush. Il y a même la chaîne M6 qui a posté sur les réseaux sociaux les raisons de la canicule durant cette Coupe du Monde et ils ont cité Muheim. Voilà. Miro Muheim qui en a côtoyé une vraie de star puisqu'il est passé par Chelsea entre ses 16 et 19 ans, ça je savais pas, il a joué avec Eden Hazard en U23 avec les Blues. bon, ça compense son manque de temps de jeu, c'est très très bien pour lui cette vitrine physique. Bravo. Donc ça fait 2-2, première manche igualada comme on dit, Bien joué. égalité, on verra aux manches 2 et 3 pour départager tout ça. On se réjouit. Noémie, tu es consultante pour la TV pour les matchs de foot. Est-ce que c'est plus facile quand tu es consultante de préparer un match avec des équipes où il y a des stars ou de préparer un Australie-Égypte comme tu as dit tout à l'heure? Plus facile quand on connaît l'équipe, on va dire ça comme ça. Après moi, je vais avouer quelque chose. Je suis pas quelqu'un qui suit le foot vraiment beaucoup pendant la saison. Donc quand j'arrive à la Coupe du Monde, quelle que soit l'équipe, je vais taffer beaucoup pour voir ce que les joueurs, même les stars, ont vécu durant leur saison. Mais c'est sûr qu'un Australie-Égypte, c'est plus difficile de sortir des key facts sur les joueurs et sur leur style de jeu et ce qu'ils ont fait dans la saison que d'autres matchs. Ouais. Toi, tu regardes quoi? Tu regardes surtout les statistiques, les regarde petites beaucoup, anecdotes aussi pour amener quelque chose? Ouais, j'ai qu'on connaît 2-3 sites où je regarde les clubs, les temps de jeu qu'ils ont. C'est des joueurs qui jouent beaucoup pour savoir si c'est des joueurs clés ou s'ils ont une saison difficile. Dans quelle position ils jouent généralement aussi. Puis après, je m'intéresse à l'équipe, la dynamique de la sélection sur les dernières années, les résultats, les sélectionneurs, leur style, un petit peu tout ça, quoi. C'est quoi tes sites références un peu pour Je sais pas, parce que d'un coup, on va me dire s'ils sont nuls et puis je me regarde. Allez, on regarde ça. Apparemment. T'as droit à ta petite recette secrète finalement. Mais du coup, t'as tout en tête quand t'arrives en plateau ou t'as 35 feuilles ou t'as juste ton ordi, c'est comment? J'ai tout en tête, mais j'ai tout sur les feuilles. Je travaille pas mal quand même. Mhm. Et puis là, j'ai commencé à faire des petites feuilles d'aide-mémoire Oui. que je mets sur le plateau. Et je les regarde rarement, mais de temps en temps, juste pour me remettre dedans. Mais sinon, j'ai un petit peu tout en tête. J'essaye. Mais ce qui est intéressant aussi justement en travaillant avec Noémie puis avec les autres consultants et consultantes qu'on a, c'est que nous ce qu'on cherche aussi en tant que journaliste avec les consultants et consultantes, c'est aussi un vécu, tu vois. Donc dans une émission, il y a un peu 3 temps, il y a l'avant-match où là forcément tu dois un peu présenter, analyser un peu les forces et les faiblesses de chaque équipe, mais après une fois que le match il commence, nous ce qu'on a besoin entre guillemets, c'est de gens qui puissent nous décrypter aussi le match, tu vois, de situations vécues ou pas, et ça même si tu connais pas forcément les joueurs avant, au final on fait confiance aussi au ressenti, tu vois. Je te parlais de l'avant-match, après il y a la mi-temps, puis après il y a la fin du match. Et là, au final, que tu connaisses ou pas les joueurs, bien sûr que c'est un plus, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de sentir un peu ce vécu et ce feeling, tu vois. Est-ce que tu cherches aussi à imiter les autres consultants, ou au contraire de t'en différencier un petit peu? Bon, alors moi, je m'en différencie déjà naturellement, étant une femme. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, en fait. Et puis, c'est pas que j'essaye de me différencier, c'est que j'essaye d'être le plus possible moi-même, le plus naturel possible. J'ai à cœur d'amener du sourire, de montrer que je suis contente d'être là, parce que je trouve hyper cool et je suis hyper chanceuse d'être sur un plateau. Et quelles que soient les chaînes, quand je regarde les consultants, les consultantes qui ne mettent pas de sourire, ça me saoule, parce que je suis là, mais kiffe ce que tu es en train de faire. Et Tu puis, t'inspires donc pas de Stéphane Anchaud, par exemple. C'est pas, c'est pas la personne que tu cibles. je connais pas si tu nous trop. Bisous, Steph. Allez, Lausanne, on le rappelle. Et j'ai vu une table ronde au Prestival en juin à laquelle tu as participé. J'étais sur place et tu disais justement cette phrase que être femme consultante, en fait, j'ai pas le droit d'être juste bonne, en fait. Ouais. Tu peux nous Alors, parler de ça? Être femme consultante ou être femme dans un milieu qui culturellement est associé aux hommes, ça fait que je dois toujours prouver plus
Je peux pas. Un homme qui va venir commenter du football féminin, s'il est moyen, ça va passer crème. Si moi, en tant que femme, les premiers matchs, j'ai fait le Qatar 2022, mes premiers matchs football masculin, si mes premiers plateaux n'avaient pas été vraiment high level, on aurait remis en question la légitimité de ma présence en tant que femme sur le plateau. Et on me l'a dit après coup, que la décision de me mettre sur ces matchs n'avait pas été... tout le monde n'était pas convaincu par ça, mais que par ma prestation, j'avais laissé aucune place à la discussion, en fait. Aujourd'hui, par contre, je suis dans une autre étape où je travaille avec moi-même en me disant... C'est OK, si tu ne performes pas toujours là en haut, si tu n'es pas toujours percutante, ça ne remet pas en question ta valeur, même si certains peuvent venir t'attaquer. Comment changer ce truc-là, en fait ? Ouais, ça prend du temps, c'est les mentalités, c'est la culture, c'est le lien, la place qu'a le football en soi, ou le sport déjà, de manière générale, et le football au sein de notre culture. Et tant que le football masculin est considéré comme le football, il y aura des discussions comme ça. Ça a déjà beaucoup avancé quand même. Oui, mais oui, c'est des choses, du moment qu'on touche à la culture et à la mentalité, ça prend du temps en fait. C'est comme tu dis, c'est systémique aussi, c'est-à-dire que nous, je pense qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face. Il y a aussi un problème systémique dans le journalisme sportif. On a vu déjà aussi avant la Coupe du Monde, il y a Marie Portolano qui a dit qu'il y avait donc 10 journalistes femmes sur 150 en France qui étaient envoyées à la Coupe du Monde. Donc voilà, déjà il y a un problème. Tu parlais aussi de prouver un peu plus que les autres. Il y a aussi cet exemple de la journaliste de beIN, Vanessa Lemoine, si je ne me trompe pas, qui a dit carrément après la CAN, stop, j'arrête de faire du foot parce qu'en fait elle se prenait que du harcèlement, etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et ça prend trop de temps, je pense. Et voilà, puis après, comme tu dis, il y a aussi peut-être quelques éléments positifs. On essaie de se raccrocher à ça. En Suisse, il y a notamment Elodie Croza, du coup, qui est devenue la première femme à commenter du foot masculin aussi chez nous. Maintenant, je sais que c'est chez SRF, il y a aussi Rachel Rinas qui commente aussi quelques matchs. Donc voilà, c'est vraiment ce côté où pendant trop longtemps, on a aussi été, OK, on prend des femmes, c'est cool, mais par contre, c'est foot féminin. Tu vois. Et du coup, voilà, c'est en train de changer, ça c'est très bien. Mais il y avait un peu ce côté où, OK, on prend des femmes, c'est bon, on est cool, on prend des femmes. Par contre, c'est vraiment le foot féminin. Quoi. Donc, Mais là, tu es victime, toi, de harcèlement maintenant. Tu reçois des messages pas insultants du tout. par rapport à tes Non, propos. non, pas du tout. Les Donc, seuls parce messages que que je tu es reçois high sont... level. Parce que Mais il y a high level, du coup. C'est parce que du coup, tu bosses beaucoup. Je vous redirai quand j'aurai baissé un peu mes standards. Non, j'ai la chance d'avoir plutôt que des... Et puis qui regarde l'Égypte Australie, de toute façon. Ouais, c'est ça aussi. Il faut être t'emballe honnête. pas non plus. Il y a autre chose aussi qui peut faire débat quand on est consultante, c'est les prises de position. Hein. Ouais, moi j'ai regardé Paraguay-France, mais j'ai beaucoup aimé Pablo Iglesias à la fin du match qui dit la seule bonne nouvelle de la soirée, c'est que l'arbitre et le Paraguay rentrent à la maison. Puis je trouvais que c'était vachement choc. Il est sorti un petit peu de ses gonds et puis j'ai trouvé que ça allait un petit peu loin quand même. Mais j'ai apprécié ce moment-là. Je sais pas si c'est bien de le faire ou si c'est pas bien de le faire. Il faut se retenir toujours. Je crois que ça plaira à certains et ça plaira pas à certains, ça plaira à certaines, ça plaira pas à certaines. C'est un petit peu... c'est très individuel, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je pense que c'est aussi ce qui est attendu un petit peu du consultant ou de la consultante. Moi, quand j'écoute, j'ai envie de savoir ce qu'il va penser. En plus, c'est des gens, c'est des personnes qui, comme tu l'as dit avant, ont de l'expérience dans le foot, ont vécu beaucoup de choses. Donc, savoir un petit peu... Si Pablo, il avait été crème après le match en disant c'était top, je me serais remise en question parce que moi j'étais dans mon canapé, j'étais hyper énervée en fait. Et d'entendre que lui aussi, je suis là, je suis contente de pas être sur le plateau parce que je sais pas comment j'aurais réagi aussi. Mais je trouve tu que... peux faire, toi, soit argumenter aussi, tu vois, pour rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. Noémie l'a fait aussi sur les pauses fraîcheurs, notamment, tu vois, en début de Coupe du Monde. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que... Après, c'est vrai que c'est culturel aussi. En France, ils sont aussi beaucoup plus, tu vois, dans le côté un peu débat polémique où on va un peu... Et puis en Suisse, on n'a pas du tout ce truc-là. On est très... un peu, ouh là là, attention, on va pas donner notre avis, etc. On devrait changer d'après toi? Mais moi, je pense que oui. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que... alors, bon, toujours avec le respect, etc., c'est pas juste la polémique pour la polémique, mais ce qui est drôle avec l'exemple de Pablo, c'est que pour une fois, entre guillemets, qu'il y a vraiment un avis hyper tranché qui est dit, il y a carrément eu des articles dans la presse. Il est passé au JT de France 2 le lendemain. Voilà. Et même, du coup, en France aussi, carrément, pour dire, il y en a un qui donne son avis. C'était dingue. Je me suis dit, punaise, pour une fois qu'il y a quelqu'un en Suisse qui donnait un peu son avis comme ça, alors que c'est pas la première non plus, mais c'est marrant de voir à quel point peut-être ça dénote, on va dire. Oui, Noémie. Après, je te rejoins, je suis d'accord. Mais il y a la manière de le faire. Et moi, les médias français, je les écoute pas parce que c'est tous des docteurs, c'est tous des experts. Inaudible. Et puis taillés. Mais les Einstein du foot, ouais. Les Einstein du foot. Insupportable. Et puis, moi, ce qui vient me déranger, tu me demandais avant si je me démarquais ou j'essayais de faire quelque chose. Je me suis fait une promesse, c'est de jamais oublier que j'étais sur le terrain. Et j'ai demandé à des gens autour de moi de me dire, le jour où tu commences à tomber dans la critique facile, à les tailler, à les tacler, parce que c'est simple de dire, ouais, mais lui, il est... Ça, le jour où je fais ça, vous me dites, j'arrête.
Parce que j'ai été sur le terrain, je sais ce que c'est. Donc, poser son avis, oui, de manière constructive, même s'il y a des émotions, hein, mais de manière constructive, sans s'en prendre, voilà, argument, fact, on est fact. Oui, je pense que c'est attendu et c'est bien, mais pas s'inspirer du modèle français qui, moi, en tout cas, me correspond pas. Est-ce que certaines presses françaises, après, on peut aussi dire, alors bien sûr, Oui, même bien au sûr. sein de certains médias, c'est seulement certaines têtes. C'est ça, voilà, exact. Ouais, bien sûr. Mais qui ont un rôle à jouer. Hein. On leur demande de faire ça. Oui, mais moi, sûr. ça m'énerve Ouais. qu'on fasse justement de la comédie et qu'on joue un rôle. Toi, tu parlais d'être naturel, ils le sont pas, ils jouent un rôle. Ouais. Ils exagèrent. Ils forcent des Ils postures. forcent le caractère. Ouais. Ouais. Je suis pas sûre. Il y en a certains qui sont un peu... Ouais, il y en a que c'est vrai. Bref. C'est vrai. Daniel, si tu nous entends. Alors, Noémie, juste, est-ce qu'on dit des fois... Désolé, hein, la RTS, si vous nous regardez, mais... Est-ce qu'on dit des fois d'éviter des sujets? De genre, ouais, ça, peut-être évite. Non, c'est plutôt moi qui fais. Ah ouais? Ouais, non, franchement, non. On m'a jamais demandé d'éviter certains sujets ou certaines positions. Moi, Mais par toi, contre... toi, tu... Ouais, il y a un ou deux sujets où j'ai pas envie de m'exprimer dessus. Ouais. Parce que le problème, c'est que du moment que je dis les choses, je dis ce que j'ai au fond du cœur. Ouais, donc tu vas... Et il y a des choses où, politiquement parlant ou diplomatiquement parlant, ça va pas. Ouais, je suis désolé, en fait, avec Steph, il y a eu un regard de quel sujet. Mais en plus, il connaît le principe. Ah, il connaît. En plus, je veux dire, Le football, ouais. le football. Sujet à éviter, ouais. Sujet tabou, le football. Donc tu les dis pas, hein, pour être clair. Ah non, Très bien. non. Ouais. Moi, ce qui était intéressant aussi, du coup, dans ton parcours chez nous aussi, c'est que tu as coïncidé aussi au moment où ta nièce, du coup, montait dans l'équipe de Suisse. Ouais. Et voilà, forcément, pour toi, ça a dû être un exercice aussi un peu particulier parce que voilà, tu as ton job de consultante où tu dois te montrer un peu critique, mais encore une fois, argumenter et tout. Puis en même temps, tu as ta nièce qui monte et je pense que tu avais qu'envie de faire des saltos arrière dans ta position de commentatrice. Mais, Ouais, j'avoue, mais je crois que de toute façon, même sans mon rôle de consultante, j'arrive à être critique avec elle, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de critiques à faire. De manière générale aussi, c'est pas une joueuse qui court pas sur le terrain. Donc c'est hyper positif. Maintenant, dans mon rôle de consultante, souvent j'ai aussi parlé, quand je m'exprimais sur elle, de manière plus longue, à séparer en disant en tant que tata, voilà, c'est comme ça, en tant que consultante. Elle allait à l'école à Genève, Voilà. elle était super. Ah non, chou. pas Genève. Attention, là. Mais pour moi, ça a été un privilège. J'ai vécu un moment de fou. Alors, comme co-commentatrice, c'est encore autre chose que le plateau. Hein. Mais co-commentatrice, ça me permet d'être dans le stade, de partager mes émotions. C'est quelque chose que je pensais jamais pouvoir vivre. C'était incroyable. Et d'être là et de pouvoir être co-commentatrice au moment où ma nièce fait son premier match avec l'équipe A, j'ai les frissons qui reviennent. C'est un moment qui est absolument fantastique. Et ben, la co-commentatrice que tu es va pouvoir jouer à un jeu sur les commentateurs. Oui. Ouais, en tout cas, la première question, effectivement, de ce deuxième quiz. Pardon, Fantin, pas ouais, mais ouais. Du coup. Ouais, effectivement, c'est vrai, je vais m'adapter. Oui. Lors du match de groupe, Iran-Nouvelle-Zélande, ça aurait été un match pour toi, Noémie. Iran-Nouvelle-Zélande. Nicolas à droite. Oui. Ouais, sur la photo, le gars de droite ressemble vaguement à Fred Scola. Et le mec qui animait Vidéo Gag en bleu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez la ref ou pas? Non. Voilà. Je suis seul. Faut nous regarder, hein, les amis, Dommage. sur, Ouais, pardon, faut voir l'image. sur le YouTube de Couleur 3 ou sur le Play RTS. Vous avez les images avec 2-3 photos. J'en choisis toujours un peu des marrantes. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour répondre au quiz, ne vous inquiétez pas. Iran-Nouvelle-Zélande le mardi 16 juin. Que s'est-il passé pour ce monsieur qui est un commentateur de la chaîne turque TRT? On peut y aller en mode rapidité. Ok, hein. ok. Le premier qui trouve, Il on a le fait point. une bourde. Qu'est-ce qu'il a fait de... C'est celui qui a confondu les deux équipes. Oui, le c'est point ça. pour Super, Triskoni. bien joué, Steph. Le commentateur turc a confondu les équipes d'Iran et de Nouvelle-Zélande sans s'en rendre compte pendant 4 minutes. À cause de la couleur des maillots ou... Alors, j'ai pas le pourquoi il s'est gouré, effectivement. Ça... Les noms, c'était pas des indications peut-être. Les noms des joueurs. Non, mais tout est une Arda indication. Guler. Argyle. Donc voilà. Iran en Nouvelle-Zélande, quoi. Enfin, La chaîne a annoncé qu'ils le retiraient immédiatement du mondial. Ils ont dit dans leur communiqué pour TRT, il est inacceptable qu'une personnalité ayant plus de 30 ans d'expérience dans le journalisme sportif commette une telle erreur. TRT ne tolère aucune pratique qui enfreint les normes de diffusion lors d'événements nationaux et internationaux touchant des millions de téléspectateurs. Peut-être ça fait 30 ans qu'il se plante en fait, on le sait pas. C'est maintenant qu'il le découvre en Voilà. fait. Sans vouloir l'afficher, il s'appelle Murat Ekrem Çimen. Voilà. Allez. C'est seulement le deuxième Murat qui se foire pendant ce mondial, après Yakin qui n'avait pas titularisé Manzambi. On passe à la deuxième question de ce quiz. On repart aux États-Unis. On parlait du tandem journaliste-consultant. Il y a un autre exemple de deux personnes qui se tapent plein de matchs du mondial sans forcément être proches dans la vie.
C'est ces 2 fans de foot qui ont été payés pour suivre la Coupe du Monde d'une manière particulière. Laquelle? Ils sont dans une box Dans une transparente. box, Ils regardent les. Égalisation de la team de Vargas. Ils sont de- payés très très bien pour Ils faire doivent ça. faire ça, regarder tous les matchs. Ils doivent regarder tous les 50 000 matchs. $. Posés dans un canapé. Pour rester dans un cube, effectivement, au milieu de Times Square et regarder l'entièreté des 104 matchs. Oh. J'avais un pote, Charles Nouveau, qui s'occupe de foutaise avec moi sur Couleur 3, qui me disait, mais moi, tu me donnes 50 balles, je le fais. Et justement, vous le ferez ou pas? Juste, on lève la main. Ah, moi, je fais. Ah oui, tous les jours. Ah oui. Ah oui, tous les jours. Et Ah, pour moins que ce 50 000. Ah non, alors moi pas. Ah ouais Alors un petit peu moins, mais il faut quand même. 104 matchs, c'est quand même long. Hein. Enfin, on les regarde pas. Ouais, mais 50 000, c'est quand même 104 bien. matchs. Ouais, dont 50 000, Portugal, ouais, mais Espagne, pour 50 hier. francs, je fais pas. Ah non, Ah ouais, non, ouais. 50 000, ok. 50 000, oui. Et donc, c'est Ah oui, ça, c'est une, 50 000, je regarde une saison entière. c'est une brillante idée de la Fox qui les fait dormir. Donc, ils ne dorment pas dans le cube. Hein. Ils ont un hôtel juste à côté. en plus. Donc, voilà, c'est assez bien posé. Enlève-moi l'écran, je reste dans le cube, 50 000 balles, il n'y a pas de problème. Franchement, tant qu'à- je regarde la vitre comme ça, je vois les gens passer à travers. Voilà, on a une Avec photo plaisir. de comment ça se passe dans le cube. Ils ont le petit canapé, les petits snacks. Ah, un bah, des deux attends, gars. Ils sont bien. Un des deux gars est un influenceur de Philadelphie, l'autre est un fan de Liverpool qui vient de Floride, un vrai fan de Liverpool. Lui, il a carrément quitté son job pour venir s'enfermer dans le cube. Le jeudi, il a gagné le concours. Le vendredi, il a dit au job, c'est mon dernier jour, si jamais. Et bim, voilà. Il dit que pour l'instant, l'expérience, c'est un peu Truman Show. Moi, je trouve que c'est plus proche de Cœur à Cœur, mais sans le Ah ouais. caritatif, quoi. Ouais. Voilà. On est un peu là-dedans. Donc, on est à un partout. On va essayer de vous départager avec la 3e question. Et le bon vieux Gianni Infantino. Parce qu'un sujet très traité ces derniers jours par les journalistes et les consultants, heureusement d'ailleurs, vu le scandale, c'est Infantino et la FIFA qui font n'importe quoi. Notamment avec l'histoire de la suspension suspendue du joueur états-unien Balogun. Dieu merci, ils se sont fait éliminer ceux-là. La Suisse, de son côté, aura joué 3 matchs de ce mondial à Vancouver, au Canada. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il se trouve que fin avril, il y a eu un congrès FIFA à Vancouver. Qu'est-ce que Gianni Infantino a demandé à l'occasion de ce Il a demandé congrès d'être chill, relax. FIFA? Ouais, ça, il nous l'a fait aussi. Ah, c'était pas celui-là. C'est une demande qu'il a faite à la police de Vancouver. Aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Il a fait. Concernant quoi, pardon, je crois que peut-être il manque. Qu'est-ce qu'il a demandé? À Il y avait la un police de congrès FIFA à Vancouver. Vancouver. Qu'est-ce qu'il a demandé à la police de Vancouver? De pas D'être sortir hyper leur arme. gentil avec les fans alcoolisés en ville, de pas les mettre en prison. C'est plus un... Alors, ça, j'aime bien. Mais c'est plus un truc logistique. Qu'est-ce qu'il a pu faire comme demande un peu? En lien à la. Tu sais, c'est comme une star qui arrive dans un festival, puis qui a des demandes chiantes un peu. Ok. Ah, dans ce sens-là, tu Ouais. Monter les quotas de policiers. dis d'avoir quelques policiers à cheval quand il arrivait en ville pour l'accompagner. D'avoir une escorte D'avoir de une escorte policiers. police. À cheval. Je tiens au Le cheval. point va aller à la Oh. team Trisconi de Vargas parce qu'il a Il faut demandé, C'est ça. il a demandé pour traverser la ville une escorte de niveau 4. Ouais, ouais. Ces cortèges de limousines surprotégés qui bloquent tout le trafic et qui ont le droit de griller les feux rouges. Seulement le pape et le président américain y ont droit en visitant le Canada. Même le premier ministre canadien n'utilise pas ça. Et évidemment, C'est la, un homme, hein. la demande a évidemment été refusée par la police de Vancouver. Par contre, histoire de continuer dans le mégalo, une fois qu'il est arrivé à ce congrès FIFA de Vancouver, il a essayé de forcer les représentants des fédérations palestiniennes et israéliennes à se serrer la main. C'était la fameuse photo. Oui. Tu sais, comme un prof qui fait la leçon aux deux gamins qui se sont disputés à la récré. Là aussi, refusé Bien par sûr. les deux. Non, mais vraiment, c'était que des fails, ce congrès. Puis pour couronner le tout, juste après, au sein du même congrès, Gianni a annoncé qu'il se présentait à sa propre succession pour la prochaine élection FIFA. Alors que je vous rappelle que selon le règlement, c'est max 3 mandats. Donc il n'aurait pas le droit. Mais la FIFA, donc lui, a décidé que son premier mandat ne compte pas Ah oui, parce c'est qu'il ça. n'était pas complet, parce qu'il avait fait 3 ans au lieu de Ah, il était 4. en stage. Il avait repris au pied levé après Oui, l'exclusion de c'est Blatter. juste, Masterclass. Est-ce qu'on peut demander à la police de Vancouver de faire quelque chose peut-être pour éviter. L'arrêter, tu veux qu'il- dire? Voilà, ouais. Mais je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il veut se représenter, parce que le jour où il est plus là en haut, La qu'est-ce justice qui va le se passer? rattraper. Ouais. Absolument. Ça fait 2-1. Donc, on est à une manche 0 finalement pour la team Trisconi. Il faudra essayer d'égaliser à la dernière tout à l'heure. Quoique, vous savez quoi? Attendez. Ouais, il y a Parmelin qui m'a appelé. Donc, je switch. En fait, c'est victoire dans cette manche Ah de Vargas. Bien joué, Et, Parmelin. non, mais on Ça- peut faire ça visiblement. Donc, Merci. selon l'article 27 de compter sur toi. Potogol, j'ai le droit. Très bien. Donc, c'est pour vous. Victoire superbe. Hein. Moi, je vote pour ouais. toi, en tout cas. Ouais. Tu vois, on gagne des votes comme ça. Et merci aux instances en tout cas d'avoir fait ce qu'il fallait, c'était nécessaire et injuste ce qui s'était passé. Bon, on parle de stars, aujourd'hui on parle de talent. Tu as bossé à l'ASF, Noémie, notamment responsable des talent managers. C'est l'occasion de parler un petit peu de ces futures stars, ces futures pépites. Il y avait, j'ai lu ça, des suivis personnalisés pour ces talent managers. Je me suis dit, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais quand tu suis une pépite au niveau suivi personnalisé?
Ouais, la SF, ils ont le programme Futuro pour les garçons qui existe depuis. Il avait été mis en place quelques années avant l'Euro en Suisse pour préparer la génération à. Pardon-moi, Futuro, c'est en 2 mots, du coup, pas concernant ma carrière footballistique. Quoi. C'est vraiment foutu, Pyro. En fait. C'est vraiment. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, voilà, merci. Bien joué. C'est mon oreille de loser qui. Ah Heureusement qu'il est là, hein, quand même. C'est bien. Bah, grâce à lui, on gagne, tu vois. Ah, c'est vrai, en plus. Bien sûr. Et puis, ils ont mis en place Futura aussi. Pour ma sœur. Je t'embrasse. Petit à petit, et puis depuis 2023 avec un job à 100%. Et puis le but, c'est d'identifier les joueurs et les joueuses avec le plus gros potentiel, où on pense que voilà, c'est les athlètes qui vont arriver tout en haut, et de leur donner un suivi un peu plus intense. Au niveau Futuro, c'est 2-3 trucs qu'ils font. Moi, je peux dire ce que j'ai fait avec Futura. En gros, elles avaient déjà, avant que je commence, un suivi athlétique un peu plus intense avec des tests de performance et puis une entraîneur athlétique qui a intervenu un peu plus avec les clubs. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est amener principalement plutôt une touche humaine. Donc construire une relation de confiance et leur montrer que quoi qu'il arrive dans leur vie, quoi qu'il arrive dans leur club, que ça se passe bien sur le terrain, que ça se passe pas bien, elles avaient quelqu'un sur qui elles pouvaient compter. C'est la nounou, quoi. La tata. Ah, la tête. Ouais, j'avais donné ça en fait. En plus, Iman faisait partie du groupe de joueuses que j'accompagnais. D'ailleurs, chez les gars, je crois. Chez les garçons, il est venu après chez les garçons, ouais, exact. Je leur avais dit, je suis votre tatatam, donc la tata talent manager. Peut-être la personne que j'aurais voulu avoir parce que voilà, ma carrière s'est arrêtée très tôt avec une blessure, surcharge. Donc je suis passée à travers certaines choses et cette expérience, j'ai à cœur de l'amener chez les athlètes parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Après, il y a eu aussi en fait, on identifie les besoins. On essaie d'apprendre à connaître les athlètes. On identifie les besoins. Par exemple, on a vu assez vite qu'au niveau nutritif, c'était compliqué. Donc, on les envoyait en accompagnement nutritionnel. Après, on essaie de les orienter, les guider un peu au niveau coaching mental, choses comme ça. Et puis, une des clés aussi dans ce programme, c'est la mise en place de plans individuels de développement qui se fait normalement avec les clubs, où on va essayer d'identifier certains points spécifiques aux joueurs ou à la joueuse. Qu'est-ce qui fait que ce joueur, cette joueuse est ce qu'elle est ? Quels sont les endroits où, les domaines où on pourrait vraiment faire un grand pas en avant et regarder avec les clubs pour qu'ils travaillent dans cette direction-là, en fait. Donc c'est ça, l'individuel dans le collectif. Ouais, on s'intéresse aux pépites de demain parce qu'on regardait l'équipe de Suisse, puis on s'est dit 28,7 ans de moyenne d'âge, c'est une équipe assez vieillissante, il y a plusieurs joueurs qui ont plus de 30 ans, il y a notamment Granit Xhaka, malheureusement, qui voit les années passer. Widmer 33, Freuler 34, Xhaka et Rodriguez quasi 34, Elvedi Akanji 30 et 31. Et puis on se disait, ouais, il faut réfléchir aux pépites de demain. Est-ce qu'il y en a une là qui ressort chez les garçons et chez les filles aussi ? Est-ce qu'il y a 2 pépites, 2 noms que tu pourrais nous donner aujourd'hui ? Lia Velti chez les filles arrive aussi gentiment à ces âges-là, donc on va aussi penser à la succession. Hein. Alors chez les garçons, je peux pas me prononcer parce que je connais pas assez. Chez les filles, je pourrais vous donner des noms de joueuses à fort potentiel, mais justement, moi, je suis pas dans ce système de dire qui sera la prochaine star, parce que je sais comme c'est dur, malgré d'avoir tellement de choses sur le terrain ou même en dehors, d'arriver en haut. Et puis être une star, c'est s'établir en haut. Et le chemin, il est tellement long que je peux te donner des noms de joueuses qui performent. Mais c'est pas forcément les stars de demain, en fait. Et si un jour je te dis ça sera une star, me crois pas. Limite, Et si va... les gens ils disent ça, ne les crois pas. Limite, ça risque de jinxer le truc ou de porter malchance, de dire celle-là c'est la prochaine. Ouais, en tout cas, je sais que ça demande un encadrement quand même important. Je sais aussi, au vu de certains, moi je prends souvent l'exemple de Atekame, qui est à l'AC Milan, que je connais un peu plus personnellement par la maman, mais voilà, lui à 15-16 ans, le club phare lui a dit tu vas pas à la prochaine étape, et il a fait son chemin. Et cette saison, il a délivré un assist à Modric, il marque avec Milan. Voilà, donc pour moi, ce qui est important, c'est que toutes les joueuses ou les joueurs croient en eux, en elles, puis que le chemin, il n'est pas linéaire. En tout cas, apparemment, Yakin ne croit pas en Aketame. En tout cas, pour l'instant, c'est Aketame, pardon. Un petit peu tôt. C'est l'émotion. Ouais, c'est ça. Trop de matchs la nuit. Trop de matchs. Les hommes aussi, c'est vrai que la question, elle se pose pour Xhaka, mais après, tu as envie de te dire, mais est-ce que tu peux remplacer un Granit Xhaka ? C'est vraiment genre le joueur de génération presque, tu vois. Et avec cette régularité, il est champion du monde moins de 17 avec Ricardo Rodriguez aussi. Il y avait Seferovic d'ailleurs dans le lot. Tu dis, c'est dingue comment c'est. Mais il y en a 2, quoi. Donc, dans cette génération de champion du monde 2017, te dire d'arriver après 15-20 ans au plus haut niveau
pourrait continuer comme ça. C'est plus l'exception que la règle. Donc de déjà trouver maintenant son successeur, c'est peut-être Zakaria. Il est là, tu vois. Donc c'est clair qu'il a plus 20 ans, mais peut-être le jour où Xhaka arrêtera, il y aura d'autres profils de joueurs qui sont déjà dans l'équipe nationale maintenant qui pourront prendre la place. C'est la question qu'on a posée à nos potos du jour sur Instagram. Qui pour succéder à Granit Xhaka? Et là, je me réjouis d'entendre les réponses. Ouais, on pourra débattre en fonction de ce qu'ils ont répondu. Merci beaucoup, les amis, d'avoir vous étiez nombreux aujourd'hui à répondre. À chaque fois, la veille des épisodes, on vous met une petite question sur l'Insta d'RTS Sport, histoire que vous participiez un peu à nos débats. Qui devrait remplacer Xhaka quand il s'en ira? Donc c'est ça la question. 41% ont dit Yachari. Qu'est-ce que ça vous inspire? Logique, je crois. Ouais, bien sûr, il a fait des dingueries. Et il était fan de Xhaka aussi, donc je pense qu'il y a une espèce de filiation naturelle. Il y a un truc qui aide. Mais Yachari qui a cartonné, qui a tout pété en Belgique, qui a eu une grosse blessure quand même à Milan, mais je crois que les quelques entrées qu'il a pu faire étaient plutôt prometteuse. Modric part, donc va sans doute arrêter, je veux dire. Donc ça, possiblement, il aura plus de temps de jeu. Une grosse chance pour lui. Puis il est monstre polyvalent aussi. Il pète un peu des câbles des fois comme Xhaka. Donc comme Xhaka quand il était jeune. C'est l'idole. Ouais. La deuxième réponse qui revient le plus, 18%, c'est effectivement Denis Zakaria. Moi, j'ai envie de les voir les deux dans le futur. Il y a 41 et 18%. Ouais, très large majorité Yachari quand même. Et je pense qu'on est biaisé parce qu'on est roman, mais c'est vrai que Denis Zakaria, on a l'impression qu'il attend un peu sur le banc depuis tellement longtemps et puis qu'il performe quand il joue. Donc performe quand il joue latéral droit en plus. Même quand il déborde. Débordement centre, Denis Zakaria. 8% Manzambi. Donc on le voit vraiment. Donc là, il y a certaines personnes qui le voient quand même comme le futur moteur. Après, il faudra voir dans quelle position. Moi, je ne mettrai pas à cette position. Ouais, moi je pense qu'il va. S'il a un peu une carrière comme Modric qui a commencé vraiment un peu 10, plus d'eau, puis qui a reculé. Mais bon, ça fera Manzambi à 40 ans. Son objectif de base. Pour finir gardien, exactement. Mais c'est vrai que vu qu'on a beaucoup de bons milieux centraux en équipe de Suisse, peut-être qu'il. Alors qu'on ne croule pas sous les talents, mis à part Itten, bien sûr. Bien évidemment, merci de le rappeler. Donc à voir. Après, il y a d'autres réponses. Il y a des gens qui ont dit qu'il était irremplaçable, Xhaka, que personne ne peut le remplacer. Je pense qu'effectivement, il y aura pas de. On ne peut pas le remplacer homme pour homme. Poste pour poste éventuellement, mais homme pour homme, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Non, mais comme Steph l'a dit, je veux dire, il n'y a pas de joueurs qui ont regagné un titre en catégorie jeune. Donc lui, le remplacer pour qui il est, il sera unique dans l'histoire de la Suisse. Maintenant, c'est voir qui va prendre plus de place, plus de responsabilité, devenir le moteur de cette équipe nationale. Ouais. Il y a eu quelques Rieder, il y a eu quelques Sanchez. Il y a eu Parmelin aussi. Voilà, les gens sont assez marrants. Sacré Blaise quand même. Non, c'est pas Blaise Bersinger. Il y a quelqu'un qui a dit il nous faut un clone qu'on va se dépêcher de créer. Il y a quelqu'un qui a dit Gianni Infantino, comme ça on est sûr de gagner tous les 4 ans. Ce qui me paraît la réponse la plus sûre. Ouais, pour les temps qui courent, elle est assez plausible. Ouais. Voilà, donc on en est là. On verra ce que ça donne. Moi je pense, et je me permets quand même, Futuro là, j'ai vu un peu la liste dedans. Cheveyo Tsawa, 2006, le milieu de Zurich. Ethan Bruchet, ça c'est pour toi, 2008. Et puis le petit Dibé, Elio Ruffener. Qui dans ma partie de Football Manager devient un crack absolu. Et voilà, je me fie aux jeux vidéo. T'as bien raison. Voilà, tout simplement. Et puis un joueur de l'équipe de Suisse qui aurait pu être détecté un peu plus tôt, c'est juste? Oui, absolument. Alors, c'est mon avis en tout cas. Et ça nous mène à notre dernier quiz. C'est notre actuel gardien, Gregor Kobel. Superbe photo, il est dans son salon avec des gants. Et on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est pas pratique pour cuisiner. C'est ça. Donc, Gregor Kobel, tout comme Iman Benet, il vient d'une famille d'athlètes. Qu'on aurait pu se dire, lui, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que faisait son papa et comment s'appelait son papa? C'est la question que je vous pose, les amis. 1 point pour le job, 1 point pour le nom. Donc c'est pas un job de sportif aussi, c'est un sport. Il était sportif. Haltérophile. Il avait les mêmes mains. C'est un athlète, non? Du hockey sur glace. Hockey sur glace, 1 point pour... J'ai lu sa biographie. Triskeny et Rena. Est-ce qu'on tente un nom? Oula. Il s'appelle Kobel, mais du coup, un prénom bien suisse. Jörg. Peter. Peter. Non, non. Waouh, 2 points. Incroyable. Légalisation. Incroyable. Légalisation, c'est grandiose comme t'as trouvé ça. Merci. Et on a la tête de Peter Kobel en Bien photo évidemment. et la même tête que son fils. Ouais, Grégor a au moins eu la présence d'esprit de supprimer le monosourcil, ce qui est non négligeable. Ça vaut la peine de nous regarder en vidéo pour celle-là, effectivement. Et puis donc là, sur la photo, il porte le maillot de Lugano. Peter Kobel, ancien joueur de l'équipe de Suisse de hockey sur glace.
Il a fait 2-3 sélections, hein, mais c'était dans les années... c'était saison 94-95 qu'il fait ses sélections. C'est un ancien attaquant, passé par Zurich, Lugano, Davos et Cloton. Il a pris sa retraite de joueur en 2000, 2 ans après nous avoir mis au monde un bon gardien, quoi. Tout à fait. Et Gregor Kobel qui a hésité entre une carrière en hockey sur glace, justement, mais aussi en tennis et en snowboard. Ah, Tu sais, c'est un de ces mecs trop relous qui est Ouais, fort en qui sport. vont Toi, partout. t'es fort dans tous les sports depuis que t'as arrêté le foot. Ouais, un petit peu. Ouais, tu vois, c'est vraiment un truc de foot pro. Ils sont trop Et énervants. moi, ça fait 15 ans de foot, je suis bon dans aucun sport. C'est même ça qui est insupportable. Ah, FIFA, t'es trop fort. FIFA, je suis assez bon. Il y a- Très bien. Famille toujours pour cette deuxième question du dernier quiz. Qu'y a-t-il de Sa maman. spécial Pas Pépé, je finis ma question, je te donnerai le Mais point, je le t'inquiète. sais. Qu'y a-t-il de Je savais que spécial t'allais- concernant ce joueur néo-zélandais Tyler Binden qui a joué 3 matchs à la Coupe du Monde et sa maman? Sa maman était gardienne de l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande et a aussi joué 1 ou 2 Coupes du Monde. Absolument, 2 Coupes du Monde. Point pour De Vargas et Benet. Il s'agit donc de Tyler et Jenny Binden. C'est le premier duo mère-fils à jouer tous les deux en Coupe du Monde. Elle, c'était 2007-2011 en tant que gardienne, ouais. Et puis lui en 2026 en tant que défenseur central. D'ailleurs, elle était dans le public à son premier match contre l'Iran. C'était méga chou. Ils ont fait un petit selfie, lui sur le terrain, elle dans les tribunes. Voilà, monstre chou. J'ai une dernière question pour tenter une égalisation Trisconi et Rennes. Noémie Benet est passée par Talent Managers, consultante télé, membre d'une famille de footeuses, mais elle a aussi eu la casquette de coach. Et dans cette Coupe du Monde, il y a 27 coachs sur 48 qui ont un truc en commun. Quoi? Ils sont de la même famille. Frère. La famille de dingue. Ils ont plus de 40 ans. Ça aussi, c'est possible, mais je sais pas ça. Moi, j'ai celle-là que je des pense. faux points. ça. Je suis désolé. Toutes les stades, toutes les conditionnels, tu les as. Quentin, tu peux répéter la question 27 Ouais. coachs sur 48 ont un C'est leur truc en commun. première Coupe du Monde. C'est pas ça. Ils sont pas de la nationalité C'est la première fois du qu'ils ont- pays. Oh, j'allais dire. ouais, bien joué. joué, Steph. C'est 2-2, égalisation fuck. Trisconi. Ah, Effectivement, sur les 48 coachs de cette Coupe du Monde, il y en a 27 qui sont nés hors du pays qui Oh, coachent. j'allais le dire. 56%. Et pas seulement les petites équipes, hein. T'as Ancelotti au Brésil, Tuchel Angleterre, Martinez Portugal, Pochettino, Marche, Bielsa, etc. etc. Au Donc, moment la où... photo de Noémie qui avait froid, c'était juste gratuit. C'est gratos. Non mais je voulais une... Pour le fun. Non mais je voulais une photo où elle était un peu en mode touche staff, tu vois. Faire le Tu lien. m'as clairement induit en erreur, j'allais dire. Si c'est une question sur toi, si tu peux pas répondre là correctement, J'ai laisse-moi. senti la pression. Ouais, ouais, J'ai ouais. cru que j'allais T'as donner senti- un point comme ça. Ouais, ouais. Bon, je l'ai fait tout à l'heure. Tu l'as me fait, diras, sur réclamation de la FIFA. Tout à fait. Et au moment où on enregistre ce podcast, on est mardi milieu de journée, il reste 10 coachs dans la compétition, il y en a 8 sur 10 qui viennent du pays qui coachent. Est-ce qu'il y a des conclusions à tirer de ça, Noémie, ou c'est une coïncidence juste? Aucune idée. Franchement, bah, Franchement, la sortie comme ça, je sais pas. Mais est-ce qu'on connaît des sélectionneurs ou des sélectionneuses qui ont gagné une compétition, genre un Euro, une Coupe du Monde, en n'étant pas Oui. issus du pays? Oui. si, il y en a quand La même. Grèce en 2004, Otto Rehhagel. D'accord. Et puis Ça a bien marché. Ouais. Et puis ensuite Puis il y a Sondaga qui gagne les Jeux Olympiques avec les États-Unis. Bim. Ouais, 2. Bon. Non, mais on peut Ouais, t'en voilà, trouver c'est- dans lui, on- ça arrête. Excusez-moi, mais Attends, sinon, vite, tu regardes les derniers. de l'Angleterre. Ouais, bah oui. Son nom, Exactement. Ah, j'ai un blanc là. Ouais, mais, Wigman, Sarina Wigman, Wigman. exactement. Oui. Wigman. Ouais, ouais. En grande majorité, Et- quand même. Pour l'instant, t'as 3 contre-exemples déjà. Et Juste puis comme en 12 secondes. ça. Je pense qu'on en trouve. Bon, allez, ce podcast est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Aussi nombreux. À part ça, oui. Ce podcast est réellement terminé. Et du coup, vu qu'il y a eu... C'est la première fois qu'on a 2 quiz sur 3 où il y a match nul. C'est Ancelotti et Tuchel. Allez, 3-2 pour l'équipe. De toute façon, vous avez gagné grâce À la au FIFA. point offert Oui. par l'oreillette de tout à l'heure. Donc, Bravo. victoire de Noémie et de Renaud. Bravo. La FIFA. Bravo, rien à faire. Bien Bravo. joué. Voilà à quoi ça tient, hein, un mondial quand même. Ah bah c'est ça. Hein. Merci les potos, c'était trop cool. Noémie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un bonheur de t'avoir. Plaisir. En plus, tu m'as dit que t'écoutais les épisodes précédents, ce qui Tous. m'a beaucoup flatté, donc c'est trop cool. Au plaisir de te recevoir dans le futur. Merci à tous les gens qui envoient des mots sympas sur le podcast, ça nous fait super plaisir, c'est encore le début. Et vos remarques sont constructives, donc c'est cool. Merci à nos équipes d'amour derrière la régie et notamment Lucas Fierro, notre réalisateur qui est suisse-colombien. Voilà, ça c'est dit, à la semaine prochaine pour un nouveau Potogol. Bye bye. Bye bye.